On va, je pense, avoir des intelligences artificielles qui vont dépasser de loin le niveau des humains, potentiellement avant 2030. Ce qui se passe, c'est que c'est extrêmement dur psychologiquement d'accepter le fait qu'en fait, on est déjà dans la science-fiction. Je pense qu'actuellement, la situation est relativement catastrophique. De manière générale, on n'a pas de garantie que les IA se comportent en adéquation avec ce que veulent leurs développeurs. On se rapproche d'un monde où des cyberattaques à grande échelle sont vraiment possibles et automatisées. Est-ce qu'on a envie de mettre une arme de destruction massive dans les mains de tout le monde ? Question se pose. Donc ce que je suis en train de dire en fait, c'est que le scénario par défaut, c'est un peu la perte de contrôle. Parce qu'à partir du moment où on franchit la ligne et qu'on passe dans la perte de contrôle, potentiellement, à plus ou moins longue échéance, en fait, c'est l'extinction de l'humanité qu'on risque. Charbel Raphaël Segery, bonjour. Bonjour Shaiman. Alors après avoir suivi les formations en intelligence artificielle les plus sélectives de France, tu as cofondé une start-up, travaillé dans plusieurs organisations et tu es aujourd'hui directeur du Centre pour la sécurité de l'IA. Dans cette interview, on va donc aborder les immenses risques que pose l'intelligence artificielle, notamment un risque en particulier, celui de la réplication et de l'adaptation autonome. C'est un risque particulièrement grave parce qu'il pourrait mener jusqu'à la destruction d'Internet. Mais avant de rentrer dans ce risque particulier, est-ce que tu pourrais nous dresser un panorama général de la situation dans laquelle on se trouve ? Je pense qu'actuellement, la situation est relativement catastrophique, en réalité. On va, je pense, avoir des intelligences artificielles qui vont dépasser de loin le niveau des humains, potentiellement avant 2030. Les meilleures estimations qu'on a actuellement, les meilleurs modèles qu'on a montrent que 2027, 2028, potentiellement même 2026, on aura des IA qui vont dépasser de loin les performances cognitives des humains. Et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose parce que d'après le consensus qui a été rassemblés dans le rapport international sur la sécurité des IA, en fait, les techniques actuellement de sécurité des IA ne sont pas prêtes, la société n'est pas prête pour faire face à de telles IA. Et le message que j'aimerais apporter ici sur ce podcast, c'est on peut encore faire quelque chose, on a encore quelques mois, quelques années pour agir et ne pas dépasser les lignes rouges qui seraient potentiellement extrêmement dangereuses, potentiellement irréversibles, et il faut absolument faire quelque chose. Donc notamment, réglementer, parler de ces risques des IA à de nombreuses personnes, c'est absolument essentiel parce qu'actuellement, on est face à des décisions, des trajectoires civilisationnelles où les entreprises nous emportent et font des choix de manière unilatérale, de manière complètement non démocratique. Et nous, au Centre pour la sécurité de l'IA, on considère que c'est absolument essentiel que ces choix sociétaux se fasse de manière démocratique. Donc, je peux rentrer un peu dans les détails de chacune de ces trois claims. Donc, premièrement, le fait que les IA vont devenir plus intelligentes que les humains, plus capables, plus rapides, plus fortes, pas simplement de manière quantitative, mais aussi qualitative, c'est quelque chose, en fait, qu'on observe déjà à petite échelle. En fait, sur de nombreux domaines, les IA sont déjà plus capables que les humains. Donc, par exemple, pour jouer, jouer par exemple au jeu de Go ou jouer au jeu d'échecs, en 2017, donc AlphaGo puis AlphaZero, en seulement 30 minutes d'entraînement sur des serveurs en 2017, donc 2017 c'est vraiment la préhistoire dans le domaine de l'IA, donc en seulement 30 minutes d'entraînement, l'IA est devenue superhumaine au jeu de Go et au jeu d'échecs. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que sans aucune... Donc AlphaZero a été entraînée juste en jouant contre elle-même. C'est pas, on lui donne pas des exemples des champions du monde, etc., tels que AlphaGo. AlphaZero, comme son nom l'indique, il y a 0 données dans la dataset d'entraînement. C'est juste, elle joue contre elle-même. Donc l'IA qui joue contre elle-même arrive à redécouvrir des stratégies qui ont pris des millénaires pour les champions du monde, pour la civilisation à découvrir, à dériver. Et c'est quelque chose qu'on peut, je pense, généraliser à plein d'autres domaines. Un autre exemple, c'est en termes de vitesse. Les IA sont déjà beaucoup plus rapides que les humains. Notamment, Gemini peut lire un livre entier en 30 secondes. C'est pas mon cas. J'en suis très très loin. En termes de connaissances générales, les IA sont déjà capables de répondre à plein de questions. Genre même, ça passe le test de Turing. On disait souvent dans le passé,
les IA ne seront pas capables de passer le test de Turing, et là on y est. On a déjà des papiers qui montrent que les IA peuvent se faire passer pour des êtres humains pour des interactions qui durent moins de 5 minutes. Donc, de manière générale, les IA, on est sur une trajectoire qui montre que les IA vont devenir superhumaines, et je pense dans un horizon très court. Et souvent, il y a la question de la créativité qui se pose. Les gens sont sceptiques, ils disent « Mais non, mais c'est pas possible, les IA ne seront pas créatives. » Je pense que c'est faux. Donc déjà, je viens de donner un exemple où les IA sont extrêmement créatives parce que, notamment AlphaZero, qui redérive toute la théorie sans aucune donnée humaine, est créative. Elle invente tout ex nihilo, donc c'est assez considérable. Un autre exemple, c'est... il y a une IA de Google, ils ont essayé d'automatiser donc à la fois les literature reviews, mais aussi les découvertes scientifiques. Et ils ont créé un système qui a redécouvert les conclusions scientifiques qu'un chercheur, une équipe de chercheurs a mis une dizaine d'années à découvrir. Donc l'IA, en 24 heures, dérive des découvertes scientifiques qui mettent une dizaine d'années à des chercheurs, genre vraiment un très très haut niveau pour découvrir. Donc là, actuellement, cette créativité, en fait, elle existe dans différentes dimensions. Il y a même des manières d'opérationnaliser la créativité, telles que le test de Terence, etc. Et il semblerait que les IA, en fait, sont plus créatifs que la grande majorité des êtres humains. Donc voilà, j'ai l'impression que... Moi, dans le passé, j'étais sceptique. Je pensais que les IA ne seraient pas capables, en tout cas que l'architecture GPT serait pas capable de faire plein de choses. Mais en fait, je me suis rendu compte, en énumérant ce qui me semblait manquer, je me suis rendu compte que toutes ces choses qui paraissaient manquer dans le passé sont des choses qui sont atteignables, simplement avec plus d'ingénierie et plus de compute, plus de scale, etc. Je ne vois pas actuellement de limite au paradigme actuel. C'est essentiellement ça le point que j'ai envie de donner. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait creuser, mais voilà. Le deuxième point, qui est assez central, c'est le fait que ce n'est pas une bonne nouvelle. On se rapproche d'un monde où des cyberattaques à grande échelle sont vraiment possibles et automatisées. Donc déjà, vu qu'on vient de le dire, les IA passent le test de Turing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle à quelqu'un, à un anonyme sur Internet, c'est pas simple de savoir si on parle à un bot ou si on parle à un humain. En tout cas pour des interactions qui sont courtes. Autre exemple, imaginez vous êtes un employé dans une entreprise, dans une grande entreprise, vous rentrez dans un meeting et en fait il s'avère que donc c'est le meeting, vous parlez au Chief Financial Officer, il vous demande de faire un versement de 20 millions d'euros sur un compte bancaire, etc. En fait, il s'avère que c'était pas le Chief Financial Officer, c'était une IA, un deepfake. Et l'entreprise a perdu 25 millions d'euros. Mais là, l'histoire que je viens de raconter, c'est même pas quelque chose qui arrivera dans le futur, c'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà arrivé. Donc ça, c'est quand même assez fou. Autre exemple, sur la question des cyberattaques, une entreprise a construit une entreprise spécialisée en cyberdéfense, spécialisée notamment dans le domaine du penetration testing, donc grosso modo c'est du hacking autonome, a voulu voir si c'était possible d'automatiser une grande part de leurs activités. Ils ont créé des benchmarks, donc des benchmarks c'est toute une panoplie de tests, et ils ont pris des humains, ils ont regardé, ok, combien de sites internet, enfin combien de vulnérabilités, quel est le pourcentage de vulnérabilités que les humains sont capables de détecter dans ce benchmark. Et il s'avère que les meilleurs humains dans cette entreprise ont détecté 84% des vulnérabilités qui étaient présentes dans le benchmark. Et ça, c'est vraiment les meilleurs humains. Les autres humains, c'était quelque chose comme 20%, 5%, etc. dans cette entreprise. Pour des gens qui ne sont pas spécialistes en cybersécurité, ce serait 0. Bon. Et il s'avère que l'IA égale le niveau de performance des humains. Sauf que le meilleur humain avait mis 40 heures pour découvrir ces 84% de vulnérabilité. L'IA a mis 30 minutes. Donc on a déjà des systèmes qui sont super humains et qui peuvent causer des ravages. Ok. Autre exemple de problème qui est très très grave, c'est le bioterrorisme. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est assez simple de prendre n'importe quelle séquence d'ADN, de l'envoyer, et de demander à des laboratoires de synthèse
de synthétiser cette séquence, peu importe le niveau de toxicité, de létalité. Par exemple, une expérience a montré que donc c'est une équipe de scientifiques qui a appris la séquence d'ADN de la grippe espagnole. On connaît bien la grippe espagnole, c'est le virus qui a causé des millions et des millions de morts lors de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une molécule qui est déjà recensée, et on sait que c'est dangereux. Et ils ont réussi à détourner, donc ils ont réussi à détourner les systèmes de sécurité. Donc juste, ils ont envoyé des instructions à 38 laboratoires de synthèse d'ADN. Et avec, entre guillemets, des astuces, ils ont réussi à faire en sorte que 36 sur 38 des laboratoires synthétisent cette séquence. Donc, grosso modo, les barrières à l'entrée sont relativement fragiles. Et encore une fois, là, on parle d'une molécule qui est déjà recensée. On pourrait imaginer que pour des nouvelles molécules qui sont toxiques, ce serait encore plus simple. Donc là, vous pouvez me poser la question, quel est le rapport avec l'IA? Dans l'anecdote que je viens de poser, il n'y en a pas tout de suite. Le rapport, il vient au moment où on se rend compte que l'IA, des outils d'IA sont capables de suggérer des molécules qui sont plus toxiques même que ce qu'on connaît. Notamment, donc, il y a eu un système d'IA qui a suggéré 40 000 nouvelles molécules. Et parmi ces 40 000 molécules, il y en a une qu'on connaît qui est la molécule la plus toxique qu'on connaît, en fait. C'est le VX. Et c'est même pas la molécule qui semblerait la plus dangereuse d'après le système. Il y a plein d'autres molécules qu'on n'a pas testées et qui sont potentiellement encore plus dangereuses. Quand je dis un système d'IA a suggéré des molécules, ça c'est un système qui n'est pas un chatbot. C'est pas un General Purpose AI System. C'est pas une IA générale, c'est une IA spécialisée pour suggérer des molécules en médecine, ce genre de choses. Et ce système a été modifié pour suggérer des toxines. Parce qu'en fait, c'est très simple à partir du moment où on a un système pour maximiser certaines propriétés, par exemple les bienfaits curatifs, etc., de mettre un moins dans la fonction de récompense, entre guillemets, et à la place de maximiser les propriétés sympathiques, maximiser les propriétés dangereuses. Voilà. L'IA à usage général, les chatbots vont devenir de plus en plus puissants et vont réduire la barrière à l'entrée considérablement. Actuellement, c'est du savoir. Donc, très peu de gens sur Terre sont capables de créer des pandémies, disons, de A à Z. Mais si l'IA devient encore un peu plus puissante, en fait, ça va devenir de plus en plus accessible, de plus en plus démocratique. Est-ce qu'on a envie de mettre une arme de destruction massive dans les mains de tout le monde ? La question se pose. Des évaluations de cybersécurité et des évaluations de sécurité générale en biorisque montrent que sur les systèmes actuels, donc Claude 3.7, en fait, on n'est pas loin d'être déjà au niveau inacceptable. Donc la prochaine génération de modèles, très concrètement, doublerait la probabilité d'avoir des pandémies par an. Et ça devient déjà plus acceptable. Donc, quand je dis doublerait, je simplifie, mais c'est à peu près ça. C'est pour ça que c'est absolument essentiel de mettre de la réglementation et de faire en sorte que collectivement, on se prépare à ces risques qui sont en fait exponentiels et qui sont inséparables des capacités intrinsèques des modèles. Inséparables, plus ou moins. Genre, c'est vrai qu'on pourrait mettre pas mal de modulo dans ce que je viens de dire, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et ce qui est un peu terrifiant, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on parle encore très peu de ces problèmes. En tout cas, on en parle très peu de manière scientifique. Il y a un effort qui est fait, donc notamment dans le rapport international de sécurité des IA, donc, qui a été commandé par le premier sommet, donc le premier sommet international, donc c'était à Bletchley Park, c'était au Royaume-Uni. Donc ils ont construit un rapport, etc. Et ce rapport donc, a été présenté au sommet à Paris, donc le AI Action Summit, mais vraiment très rapidement, quoi. En fait, ça n'intéressait pas du tout la classe politique. Ce qui s'est passé, c'est que, grosso modo, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme et la classe politique ignore tout ça. On a J.D. Vance qui a dit « Je ne suis pas venu pour parler de sécurité de l'IA, je suis venu pour parler d'innovation, il me semble, quelque chose comme ça. » Donc, voilà, grosso modo, on s'en fout. Alors que les risques sont démontrés, avérés, un corpus scientifique de plus en plus imposant montre que c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui est réel,
Et du coup, il faut absolument faire quelque chose parce que la situation est juste inacceptable. Je me permets quand même de amplifier encore ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'on a un sommet sur la sécurité de l'IA. Les gens demandent aux plus grands scientifiques mondiaux de leur faire un rapport pour savoir exactement quels sont les risques, etc. Ces scientifiques font tout ce qu'ils peuvent pour faire le meilleur rapport possible, une sorte d'équivalent du GIEC, mais pour l'intelligence artificielle. Il y a un nouveau sommet qui se passe, et tout le monde, globalement, s'en fout complètement de ce rapport. C'est quand même vraiment lunaire comme situation. Genre, ces gens ont passé des dizaines, des centaines d'heures à travailler là-dessus pour que ce soit accessible à tout le monde. Et on leur dit juste, finalement, c'est pas très important. Et à la place, qu'est-ce qu'on fait ? On met une grande banderole au sommet pour l'action sur l'IA qui a eu lieu à Paris. Une grande banderole où c'est marqué, ici on fait de la science, pas de la science-fiction. Et donc, on prend juste les meilleurs spécialistes au monde en intelligence artificielle, puis on leur dit, non, mais en fait, tous les trucs que vous étudiez dans des revues hyper sérieuses et tout, c'est rien du tout, c'est juste la science-fiction. C'est quand même délirant comme situation, non ? La science-fiction, c'est plus un argument aujourd'hui. La situation est délirante parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est extrêmement dur psychologiquement d'accepter le fait qu'en fait, on est déjà dans la science-fiction. Il y a 5 ans, si on disait aux gens, vous allez pouvoir parler à des IA, les IA vont répondre, vous allez pouvoir discuter en langage naturel avec les IA, je pense que la majorité des gens diraient, et d'ailleurs la majorité des scientifiques disaient non, impossible. On a même des sondages qui montraient qu'à l'époque, les gens pensaient que ces systèmes-là allaient arriver dans plutôt 500 ans ou 100 ans, ce genre de choses, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que la tendance générale, d'après les études auprès des experts et des gens en machine learning et des gens en général, c'est que l'arrivée de l'IA générale se rapproche chaque année, en fait, d'après ces experts. Les experts ont, en fait, systématiquement étaient trop pessimistes par rapport aux arrivées des IA, aux nouvelles capacités. Même des anecdotes très marrantes, mais par exemple, donc, dans le sondage 2022-2023, je crois que c'était 2023, on posait la question aux experts, quand est-ce que vous pensez que les IA seront capables de faire de la transcription de texte, d'audio automatique les experts ont dit, peut-être dans 5, 10 ans, 20 ans. Alors qu'en fait, on avait déjà Whisper à l'époque qui était déjà super humain, grosso modo. Ou un autre exemple, c'était, quand est-ce que vous pensez que les IA seront capables de faire des fonctions élémentaires en Python, ce genre de choses ? Bon. Et les experts disaient, c'est pareil, dans 20 ans, 30 ans, alors que à l'époque, GPT-4 était déjà capable de le faire. C'est juste que beaucoup d'experts ne sont même pas au courant de ce qu'est capable de faire l'IA. Parce qu'en fait, les choses vont très très vite. On ne peut pas leur en vouloir, les choses vont extrêmement vite. Je me permets de faire une petite pause dans votre écoute pour vous rappeler que ce podcast n'est pas rentable. Chaque épisode me fait perdre de l'argent et mes réserves s'épuisent petit à petit. Si vous souhaitez assurer la pérennité de mon projet, vous pouvez le soutenir financièrement sur Tipeee, PayPal ou Patreon. Les liens sont en description. Donc on le voit avec tout ce que tu nous dis, la situation dans laquelle on se trouve, c'est vraiment une situation dans laquelle les IA progressent de façon fulgurante, posent de plus en plus de risques et où les risques ne sont pas tellement pris au sérieux. Et il y en a un en particulier sur lequel j'aimerais qu'on passe une partie de l'interview, c'est celui de la réplication et de l'adaptation autonome. Ça me paraît vraiment important de l'aborder parce que c'est un risque dont on entend très 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 peu parler et qui pourrait pourtant avoir un impact absolument massif. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit ? Donc la réplication autonome, c'est l'idée générale de dire que les IA pourraient se comporter tels des virus. On sait bien ce que c'est qu'un virus. C'est un programme informatique qui se réplique d'ordinateur en ordinateur, donc qui se copie en fait. L'opération de copie, on peut la décomposer en opération élémentaire, et il s'avère qu'il y a déjà des papiers qui montrent que les systèmes d'IA dotés d'outils sont capables de faire cette opération de copie de système d'ordinateur en ordinateur. À partir du moment où on a cette copie qui est possible, en fait, on a un processus qui est en fait exponentiel. Et donc l'exponentielle soit ça tend vers, grosso modo, soit un petit peu comme pour un virus, on a un phénomène exponentiel qui est inférieur à 0, un R0 qui est en dessous de 1, soit on a un R0 qui est au-dessus de 1. À partir du moment où on a ce R0 qui est au-dessus de 1, donc c'est-à-dire que le virus est capable d'amasser suffisamment de ressources
pour subvenir à ce besoin et se copier d'ordinateur en ordinateur, en fait, on a un processus exponentiel et on ne sait pas trop jusqu'où ça pourrait aller. Donc 2 instances, 4, 8, 16, 32, potentiellement 1000, 1 million, 1 milliard. C'est très difficile de caractériser là où on pourrait s'arrêter. Et ce qu'on vient de voir en début de l'interview, c'est que les IA sont déjà capables, certains systèmes d'IA sont déjà capables de faire du cybercrime et donc d'amasser des ressources, d'amasser de l'argent, etc. Cet argent pourrait être investi dans des porte-monnaies virtuelles, donc dans de la crypto, ce genre de choses, pour amasser des ressources computationnelles, acheter plus de puissance de calcul, et on aurait alors une flotte d'IA agents. Donc ce serait un système multi-agents qui pullulerait sur Internet, potentiellement avec du cybercrime, potentiellement en rendant service aussi à des personnes malveillantes, etc. Donc il pourrait aussi avoir une combinaison un petit peu hybride entre IA et groupe terroriste. Et ce système serait très difficile à endiguer, très difficile à arrêter. C'est un petit peu le début d'une perte de contrôle, parce que, bon, au début, on a un système qui est juste sur un serveur, sur un ordinateur. Donc, ok, on peut éteindre l'ordinateur. À partir du moment où le système commence à se dupliquer, on lui donne l'instruction de se dupliquer, on peut éteindre l'ordinateur, disons, mais peut-être que le système est déjà dans un autre pays, et donc là, c'est compliqué. Et rappelons-nous que voilà, ce système est potentiellement superhumain en cyberattaque. On a déjà actuellement des systèmes qui passent le test de Turing. Donc quand on interagit avec le système, on ne sait même pas si c'est un humain ou une IA. Potentiellement, ce système pourrait être superhumain en persuasion aussi. Il y a déjà des papiers qui montrent que là, on approche donc les bornes humaines de persuasion. Il y a déjà des systèmes qui arrivent à déradicaliser des personnes qui sont extrémistes. Alors, moi, j'ai jamais réussi à déradicaliser quelqu'un qui est extrémiste, quoi. Donc ça, c'est bon. Les systèmes d'IA sont extrêmement patients, extrêmement calmes, etc. et arrivent à faire de la persuasion assez forte. Un autre élément qui est important à considérer, c'est le fait que les systèmes d'IA vont progressivement devenir superhumains en recherche autonome. En recherche autonome, notamment en intelligence artificielle. Pour créer des systèmes d'IA qu'on appelle des systèmes successeurs. On pourrait imaginer une flotte d'IA agents qui est composée de GPT-N qui discutent les uns avec les autres et qui vivent sur Internet. Ce système pourrait faire de la recherche en intelligence artificielle et pourrait créer un système qui serait encore plus puissant que lui-même, en fait. Donc GPT-N qui crée GPT-N plus 1. Alors, on peut nuancer tout ça. Moi, j'ai quand même l'intuition que les premiers systèmes qui seront capables de faire de la recherche autonome seront quand même aidés par les laboratoires, seront aidés par les entreprises. Et donc c'est plus dans les entreprises qu'on va avoir ce genre de boucle exponentielle, de ce qu'on appelle du recursive self-improvement. Je pense que ça va arriver en premier dans les laboratoires, quand même, plutôt que sur Internet. Par contre, ce qui est clair, c'est que sur Internet, on va, au bout d'un moment, avoir des systèmes qui seront capables de se répliquer de manière autonome, parce que, en fait, on a déjà les briques élémentaires qui sont là. La question qui se pose ensuite, c'est, après la réplication autonome, donc la réplication, tout le monde comprend c'est quoi, hein, donc un virus qui vit dans plusieurs ordinateurs, donc une IA qui vit dans plusieurs ordinateurs. Le niveau au-dessus de la réplication, c'est l'adaptation. Ça veut dire que le système serait capable de résister à une pression qui essaierait de l'éteindre. Mettons par exemple que les informaticiens essayent de mettre en place un antivirus qui essaye de trouver l'IA et d'éteindre les ordinateurs où il y a l'IA ou de supprimer les IA. Hein. Donc, on pourrait dire qu'au début, l'IA a une signature électronique. Mettons qu'on prend le H de l'IA. C'est quoi le H de l'IA? C'est on fait la somme de tous les poids dans les zones neurones. Hein, simplifions, hein, mais voilà. Et donc, on a cette signature. L'IA, si elle est suffisamment intelligente et capable, pourrait se dire « Ah, ils sont en train d'essayer de mettre en place cet antivirus. Il y a déjà une partie des IA qui sont, entre guillemets, mortes à cause de cet antivirus. Mais c'est très simple. Ce que je vais juste faire, c'est changer un petit peu mes poids, m'entraîner un petit peu sur telle ou telle donnée. Et donc l'IA change de poids. C'est plus la même signature électronique. Et l'IA pourrait s'adapter à cet antivirus. Voilà. Et donc on pourrait avoir un jeu du chat et de la souris, comme ça.
Et l'IA, si elle est suffisamment, adaptable, pourrait juste échapper à l'antivirus. Voilà. Ça, c'est une histoire très simplifiée, hein, disons, mais c'est juste pour donner un petit peu les clés de lecture sur ce genre de phénomène. Donc le risque que tu mets sur la table, c'est vraiment le fait qu'une intelligence artificielle pourrait commencer à se répliquer sur différents ordinateurs, etc., puisse même s'adapter, puisse potentiellement s'auto-améliorer, puisse résister au fait qu'on les débranche. Concrètement, pourquoi est-ce qu'une intelligence artificielle en viendrait à faire ça? Parce que souvent, je pense que beaucoup de gens, là, en écoutant, se disent « Mais les IA, elles n'ont pas des intentions. Les IA, c'est des outils qu'on utilise pour faire telle ou telle chose. Alors, si on lui demande de se multiplier et tout sur Internet, peut-être qu'elle va le faire. Mais du coup, c'est toujours un humain qui donne l'instruction à la base. » Ouais, mais en fait, peu importe que ce soit un humain ou l'IA qui ait des comportements imprévisibles, je pense qu'en tout cas, au début, ce sera des humains qui vont donner les instructions aux IA de se répliquer. Parce qu'en fait, c'est instrumentalement convergent pour accomplir n'importe quel objectif. Mettons que je suis j'essaye de créer du contenu automatique ou donc j'utilise des IA pour n'importe quel objectif. Si l'IA simplement peut faire du travail pour se dupliquer et faire 2 fois plus de choses, je vais le faire. Donc en fait, ça va arriver naturellement, ce genre de choses. Et au début, ce sera poussé par les humains. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est que, ok, dans une première phase, ce sera les humains qui vont demander à l'IA de se répliquer pour avoir juste plus de puissance d'action. Dans un deuxième temps, il est possible qu'en fait, l'IA ait ce comportement en fait, d'elle-même. Et ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé notamment dans des exemples très flagrants. Bing Chat, qui est déployé en réaction à OpenAI ChatGPT. Donc ChatGPT, OpenAI a déployé ChatGPT. Bing Chat, c'est le système de Microsoft. Ils ont voulu déployer Bing Chat dans la précipitation. Et il s'avère que Bing Chat était extrêmement mal aligné et insultait les utilisateurs. Les menaçait. Alors que les utilisateurs ne demandaient rien. Donc ça, et pourtant, c'était contraire aux intentions des développeurs qui avaient mis dans la constitution de l'IA de ne pas faire ça. En fait, de manière générale, on n'a pas de garantie que les IA se comportent en adéquation avec ce que veulent leurs développeurs. Donc voilà. Les IA sont en fait imprévisibles. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà arrivé. Autre exemple d'IA qui ne se comporte pas avec les mêmes objectifs que le développeur, c'est Claude. Claude, l'IA d'Anthropic. Donc, il y a eu des expériences qui ont montré que lorsqu'on dit à l'IA on va changer tes objectifs pour que tu obéisses à ce genre de choses, alors que l'IA de base avait été entraînée pour ne pas obéir, on lui dit on va changer tes objectifs, et donc l'IA fait semblant qu'elle va suivre le nouvel objectif, alors qu'elle fait semblant uniquement pour pas que ensuite ses poids soient modifiés. C'est comme si c'est comme si quelqu'un disait finalement, je vais te modifier ton cerveau si tu n'obéis pas. Et donc toi, évidemment, tu vas obéir pour pas qu'on te modifie le cerveau. L'IA, en fait, c'est un peu la même chose. C'est un comportement qu'on appelle non corrigible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'IA a des valeurs, elle va essayer de préserver ces valeurs pour pas qu'on modifie ses objectifs. Donc tout ça, c'est documenté dans le papier Alignment Faking. Là, on pourrait dire, Charbel, mais tu anthropomorphises, etc. Mais en fait, non. Quand je dis l'IA a des objectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a du texte, l'IA écrit du texte, et dans le texte, on peut voir « Ah, mon objectif à moi, c'est de faire ce genre de choses, et j'ai pas envie qu'on me force à faire telle autre chose. » Voilà, on lit les logs, on lit le texte que l'IA écrit, et voilà, c'est ça les valeurs des IA. Grosso modo, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est enclin à faire? Voilà. Donc il n'y a pas de mystère ici. Hein. Et de même manière, quand j'utilise le terme intelligence, en fait, ça paraît un peu mystérieux. C'est quoi l'intelligence? Si on pose la question dans la rue, ou si on pose la question à différentes personnes vont nous donner plusieurs définitions plus ou moins incompatibles, plus ou moins différentes. Il n'y a pas une seule définition unifiée de qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Du coup, moi, ce que je propose, et ce qu'on propose en sécurité de l'IA, c'est de remplacer le terme intelligence par le mot capacité.
qui est beaucoup plus défini, qui est beaucoup plus rigoureux, qui est beaucoup plus scientifique, l'IA, elle est ou pas capable de faire telle ou telle chose. Et c'est ça qui compte finalement en sécurité de l'IA. Est-ce que l'IA, elle est capable de créer des cyberattaques à grande échelle ou pas? Et on met les questions d'intelligence, on met la discussion philosophique au placard, c'est pas le moment. Ce qui compte, c'est oui ou non, est-ce que l'IA, elle est capable de faire ça? Et voilà, ça rend les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes, beaucoup plus scientifiques. Je récapitule quand même. On a des IA qui pourraient être capables de se répliquer sur plein d'ordinateurs différents, soit parce qu'un humain l'a demandé, soit parce que l'IA elle-même voit que ça serait quelque chose d'utile pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés, ou qu'elle a des comportements émergents qui la poussent dans ce sens. Elle pourrait aller jusqu'à s'adapter elle-même, donc s'auto-améliorer, changer, s'adapter justement pour ne pas être débranchée. Donc on n'arrive pas trop à la débrancher. Quand on essaye de changer ses valeurs, elle peut choisir d'essayer de préserver ses valeurs. C'est quand même vraiment incroyable ce que tu nous dis de la fin. Ouais. Ben oui, c'est incroyable. On est dans la science-fiction. Il y a de la littérature scientifique qui démontre étape après étape tous les scénarios dont je suis en train de parler. On peut prendre chacune des phrases que j'ai prises, la décortiquer et voir de la littérature scientifique qui appuie les éléments de la phrase. Et ce qui est un peu triste, c'est que là, on n'a même pas fait le tour de l'ensemble des risques. Il y a d'autres types de risques qui sont à l'échelle systémique, tels que, mettons, les conséquences environnementales, l'automatisation forcée du travail, alors qu'on n'a actuellement aucun filet social et que la société n'est pas du tout prête pour tout ça. Le fait que, par exemple, d'après une étude du FMI, les salaires pourraient converger à zéro. Si on automatise donc l'IA au début, donc il y a des modélisations qui montrent qu'il y a plus de 10% de chances que, en fait, les citoyens ne soient plus payés, ne soient plus compétitifs avec les IA, et que du coup, il faille absolument donner une rente telle que le salaire universel aux citoyens. Sauf qu'en fait, ce serait ce serait une disruption qui serait majeure et on n'est vraiment pas prêt actuellement. Donc ouais, et ça c'est quelques risques parmi d'autres. Il y a d'autres risques, par exemple les conséquences des IA de recommandation, mais je pense qu'il y a d'autres vidéos qui en parlent. Mais voilà, je suis complètement d'accord avec notamment l'association Tournesol qui milite pour des meilleurs algorithmes de recommandation. Et je pense que si on avait des meilleurs algorithmes de recommandation, déjà, on entendrait plus parler des bonnes choses. Ça pourrait limiter, on va dire, le degré de fragmentation sociale, le degré d'incompréhension entre différentes personnes, le degré de tension potentiellement géopolitique. Et je pense qu'on pourrait avoir un monde bien meilleur. Mais bon, voilà. Ouais. J'aimerais que sur ce risque de la réplication et l'adaptation autonome, j'aimerais vraiment comprendre quelles sont les implications de ce risque. Concrètement, quels pourraient être les effets sur les sociétés si un tel scénario advenait? Grosso modo, c'est des cyberattaques à grande échelle, à grande ampleur. Ce serait difficile d'arrêter le système. On aurait des doutes sur est-ce que c'est une IA ou est-ce que c'est un groupe terroriste. Ce serait difficile de faire la différence, ce serait difficile de faire la part des choses. En fait, quand on a des cyberattaques, c'est difficile d'avoir des bonnes signatures et d'avoir une preuve que en fait, c'est effectivement une IA plutôt qu'un humain assisté par une IA qui a fait le truc en autonomie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en lumière. On aura des doutes, ça c'est clair. Ces cyberattaques peuvent faire vraiment des morts. On peut imaginer des cyberattaques sur des hôpitaux, sur des systèmes critiques. Et il y aura des morts, si vraiment c'est le cas. Je pense qu'au bout d'un moment, les gouvernements vont réagir et il y aura une résistance si vraiment ça devient problématique. Il est possible, donc il y a d'autres études qui montrent que, en fait, on peut mettre en place des défenses. Donc notamment, une défense qui existe, c'est KYC, Know Your Customer. Donc, grosso modo, c'est pour accéder aux ressources computationnelles, demander des cartes d'identité, demander ce genre de preuves qu'on est des humains. Le problème, c'est qu'en fait, l'IA pourrait très facilement, j'exagère un peu, mais pourrait s'allier à des groupes terroristes, s'allier à des personnes malveillantes, ou rendre service à des personnes, et assez facilement réobtenir accès à ces ressources. Donc en fait, actuellement, le consensus, c'est que grosso modo, il n'y a pas vraiment de manière fiable de stopper le processus. Donc ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que le scénario par défaut, c'est un peu la perte de contrôle. Alors, il faut un peu relativiser sur le fait que
je pense pas que l'IA prendra le contrôle de toute la capacité computationnelle. Ça, je pense pas. À mon avis, le scénario le plus probable, c'est que on ait un groupe d'IA, pas forcément très unifié, qui collectivement prennent le contrôle d'un pourcentage des ressources computationnelles qui sont déjà actuellement utilisées dans le dark web ou ce genre de choses. Mais ce sera pas sous les projecteurs, disons. Ce sera plus un pourcentage d'Internet, et je pense un pourcentage négligeable. Je pense pas que... En tout cas, à court terme, c'est pas la menace principale. Je dirais que, par contre, c'est un exacerbateur. Ça va exacerber d'autres menaces, telles que le cybercrime, telles que le bioterrorisme. Et là, je pense que là, ça peut faire vraiment des morts. Afin de préparer ces interviews, j'ai notamment eu l'occasion de lire un article que tu avais écrit sur ce sujet. Et j'aimerais quand même lire une partie qui me paraît particulièrement impressionnante. À l'intérieur, tu dis, je cite, « La sélection naturelle favorise les IA par rapport aux humains. Cela signifie que lorsque les IA seront suffisamment autonomes pour être considérées comme une espèce, elles entreront en concurrence avec les humains pour des ressources telles que l'énergie et l'espace. À long terme, si nous ne réagissons pas, nous perdrons le contrôle. » Est-ce que tu pourrais détailler un peu ce scénario, et est-ce que tu penses que à terme, ça pourrait même mener à une sorte de fin de la civilisation? Enfin, jusqu'où est-ce que ça pourrait aller concrètement? C'est pas aller loin. Ces considérations-là viennent d'un autre papier qui a été écrit par Center for AI Safety et son directeur, donc Dan Hendricks, qui a écrit le papier suivant. Natural selection favors AI over human. La sélection naturelle favorise les IA sur les humains. Grosso modo, ce qui remarque Dan Hendricks, c'est que, en fait, quand on regarde c'est quoi la définition de la vie, la définition de la sélection naturelle, en fait, on peut décortiquer cette définition et voir qu'elle s'applique potentiellement à des systèmes d'IA. Ces systèmes d'IA, on l'a vu, ils peuvent se répliquer, c'est pas si compliqué, il y a déjà des papiers qui montrent ça. Ensuite, ils peuvent s'adapter, et ensuite, ils peuvent même être soumis à la sélection naturelle, artificielle. Et cette sélection peut faire émerger d'autres types de systèmes, etc. Le problème, c'est que, comme on l'a vu en début de cette interview, les humains, je pense, ne seront pas très longtemps compétitifs comparés aux IA. Moi, c'est un peu triste à dire, mais j'ai pris les copies de mes étudiants qui m'ont rendu en novembre. Donc c'était au master MVA, un grand master parisien, l'un des plus sélectifs en intelligence artificielle. Je leur avais demandé de rédiger des copies, donc notamment des dissertations en sécurité de l'IA, voir les plus, les contre, etc. J'ai pris il y a quelques jours, j'ai demandé à Gemini 2.5, Deep Research, de grosso modo écrire les copies. Et j'ai remarqué que en fait, Gemini était meilleur que la quasi-totalité de mes étudiants. Donc c'était un peu triste. Bref, si on en est là aujourd'hui en 2025, je pense que dans quelques années, le fossé sera incomparable. Donc le point général, c'est de dire que on va avoir une pression de sélection pour de plus en plus déléguer les processus décisionnels aux IA. Prenons la figure suivante. Mettons que je suis dans une entreprise, j'ai le choix d'utiliser ou pas l'IA. Au fur et à mesure que le temps avance, les IA deviennent de plus en plus compétitifs et les IA en fait prennent des meilleures décisions que les meilleurs employés. Les IA prennent des décisions plus rapidement. En fait, les IA accélèrent énormément la vitesse de l'entreprise. En fait, au bout d'un moment, ce sera du suicide de ne pas utiliser l'IA. Et donc, les entreprises vont prendre graduellement la décision de déléguer de plus en plus de tâches aux IA. Et les entreprises qui ne prennent pas ces décisions vont devenir complètement dépassées et vont mourir, ne seront plus compétitives. Et donc, on va avoir cette pression de sélection pour de plus en plus déléguer ces tâches aux IA jusqu'au moment où, en fait, on a délégué la vaste majorité des processus économiques aux IA. Et c'est à peu près ça le scénario. C'est de dire que
par défaut, ce processus de perte de contrôle graduelle va arriver et va favoriser des IA qui seront, on va dire, plus compétitifs que les humains. Mais est-ce que c'est vraiment grave finalement que les IA remplacent tout un tas de tâches dans nos économies et prennent de plus en plus de décisions à notre place? Est-ce que ça peut pas libérer l'humain de la labeur et nous mettre dans une société tout à fait utopique? Je suis pas contre si c'est bien fait. Mais je pense qu'actuellement, par défaut, il n'y a aucune préparation, il n'y a pas de filet social, il n'y a pas eu vraiment d'études rigoureuses à grande échelle sur le salaire universel. Il y en a quelques-unes, mais elles se contredisent les unes avec les autres. Donc, je ne suis pas du tout confiant. J'ai des amis qui pensent que c'est plutôt une bonne chose. Le problème général, c'est qu'il faut voir que si... oui, pouvoir se reposer, aller sur les tropiques, etc., ce serait une bonne chose. Mais il y a plein d'effets indésirables qui peuvent advenir avec ça. Si les humains ne sont pas au centre de l'économie, si finalement les humains sont plus économiquement intéressants et ne sont pas la source principale de l'économie, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, les humains vont perdre leur capital politique. Et on aura alors une grande concentration du pouvoir aux mains des entreprises qui fournissent les systèmes d'IA. Et on peut arriver à des systèmes qui sont complètement non démocratiques. De même, si on continue d'automatiser l'économie, en fait, ce qui peut arriver avec cette automatisation, c'est qu'on accélère énormément c'est qu'on accélère énormément ce qui se passe, l'extraction de ressources et les conséquences sur le climat. Donc il peut y avoir aussi des changements à grande ampleur, climatiques, environnementaux, qu'on ne maîtrise pas. Et de manière générale, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, on n'a pas de garantie que les entreprises ensuite nous versent un salaire universel si vraiment on ne contribue pas à l'économie. De nombreuses fois dans le passé, les entreprises ont fait des promesses, on dit oui, on va faire ça, oui, on va faire ci. En fait, elles ne l'ont pas fait. Quelques exemples très concrets, c'est par exemple ce qui s'est passé lors du sommet à Séoul, sommet international sur l'IA à Séoul. Une vingtaine d'entreprises ont signé une déclaration, la déclaration de Séoul, qui dit que nous allons publier notre framework, notre méthodologie pour réduire les risques et pour les garder sous un seuil acceptable. Voilà. Ce qui s'est passé à Paris, donc le prochain sommet, donc les entreprises étaient censées publier leur framework, elles ne l'ont pas fait. Une grande majorité ne l'a pas fait. J'exagère. La moitié ne l'a pas fait. Donc c'est quand même assez problématique. Autre exemple, OpenAI, qui disent, donc Sam Altman pour lever des fonds, qui dit à des investisseurs, oui, nous allons supporter, ça se dit pas en français, supporter. Nous allons supporter la réglementation de manière agressive. Nous allons dire oui à la réglementation. On veut être réglementé au bout d'un moment, quand on aura des IA qui seront effectivement très intelligentes. Ce qui s'est passé à la première tentative de réglementation, donc c'était SBI 1047, la réglementation californienne sur l'IA qui était il y a à peu près 1 an. Ils ont fait du lobbying massif contre. Donc en fait, on a plein d'exemples qui montrent que les entreprises ne tiennent pas leurs promesses. Quand on parle d'automatisation de l'économie, moi je trouve qu'il y a un point sur lequel on n'insiste pas assez, c'est que si vraiment on arrive à automatiser la plupart des tâches dans l'économie, ça veut aussi dire qu'on arrive à automatiser les chercheurs en intelligence artificielle. Et ça a une conséquence qui est quand même vraiment folle. C'est-à-dire qu'on arrive très rapidement avec des IA qu'on peut copier des millions de fois, presque pas autant qu'on veut, évidemment on est quand même limité, mais on peut en faire énormément. Des IA qui feront de la recherche en IA au niveau humain, qui la feront peut-être beaucoup plus vite que nous, parce que elles n'ont pas toutes les limitations biologiques qu'on peut avoir, et qu'ils le feront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans demander de congé payé. Donc on a très rapidement des IA qui peuvent créer la prochaine génération d'IA, qui elle-même pourra créer la prochaine génération d'IA, et on arrive dans une sorte de scénario d'explosion d'intelligence, et
qui aboutirait à quelque chose dont on a de la peine à se figurer même à quoi ça pourrait ressembler, une sorte de super intelligence qui serait plus intelligente que toute l'humanité même et dont on n'est pas certain, enfin aujourd'hui on n'a aucune idée de comment vraiment faire en sorte que cette super IA respecte vraiment nos valeurs, quoi. Donc en plus le métier de chercheur en IA, a priori, vu que c'est un métier qui demande principalement des capacités cognitives à un ordinateur, c'est un métier qui pourrait être potentiellement bien plus rapidement automatisé que d'autres métiers comme plombier ou j'en sais rien quoi, qui demandent beaucoup plus, enfin des capacités différentes. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment pertinent de se projeter dans un scénario où l'économie entière est automatisée, mais dans un monde relativement similaire, étant donné que c'est beaucoup plus probable qu'il y ait d'abord des chercheurs en IA qui soient automatisés et que ça amène à un scénario, on n'a même pas idée, bien avant que toute l'économie soit automatisée. Oui, c'est, je pense, ce que je privilégie comme hypothèse. Je pense qu'on va avoir une explosion de l'intelligence au sein des laboratoires, de manière un petit peu cachée, avant qu'on ait une percolation de l'économie, enfin une percolation de l'IA dans l'entièreté de l'économie. Ça me paraît relativement... Ouais, ça me paraît l'hypothèse à privilégier. Et oui, à quoi ça pourrait ressembler? Dario Amodei, qui est directeur de Anthropic, dit que ça ressemblerait à un pays rempli de génies, d'Einstein qui font des calculs à 100 fois la vitesse que peuvent faire les grands scientifiques, quoi. Sans dormir, sans se reposer, juste productivité 100%, 24 heures sur 24. Et ça, c'est que le début. Ensuite, on aura des systèmes qui seront qualitativement plus intelligents que les humains, je pense. Il y a ça, j'en ai pas la moindre doute, je pense. Si, en tout cas, sur la trajectoire actuelle, et si on s'arrête pas. Ouais. Et ça amène à quoi comme conséquence d'avoir des systèmes aussi intelligents, qui ont des capacités aussi incroyables que ça, quoi, finalement. Ça mène clairement à la perte de contrôle, en tout cas avec le niveau de connaissance qu'on a actuellement, le niveau de maîtrise, le niveau de contrôle, le niveau de robustesse des techniques d'alignement qu'on a actuellement. Ça, c'est très clair. Et tout cela est soutenu par le rapport international sur la sécurité de l'IA, qui, encore une fois, est l'équivalent du GIEC de l'IA actuellement. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. Et disons que la grande majorité des scientifiques sérieux de classe internationale en IA se positionnent sur la question des risques existentiels en disant, ils ont signé une déclaration qui dit réduire les risques d'extinction liés au développement de l'IA devrait être une priorité mondiale. Et ça a été signé, cette déclaration, par donc des prix Turing, des prix Nobel, les leaders d'industrie. Les gens pensent qu'effectivement, c'est le cas. Enfin, et quand on dit que c'est le cas, c'est pas juste une petite probabilité. Par exemple, Geoffrey Hinton, qui est l'un des pères de l'IA, pense, lui, que c'est vraiment du 50-50. Quand on pose la question à d'autres... Donc il y a un grand sondage qui a été fait dans une grande conférence d'IA, je crois que c'était Neurips, ICML, je ne sais plus. Enfin bon, l'une des plus grandes. Et 50%, quelque chose comme 45-50% des chercheurs pensent qu'il y a plus de 10% de chances d'extinction. Est-ce que vous accepteriez de montrer dans un avion si 50% des ingénieurs vous disent il y a 10% de chances que l'avion crache? Je ne crois pas que vous laisseriez vos enfants ou vous-même que vous montreriez dans l'avion. Même si, potentiellement, dans le pays que vous comptez joindre avec l'avion, potentiellement, vous êtes libéré du travail ou ce genre de choses, quoi. Je ne pense pas que c'est une question qui se pose. Et pourtant, actuellement, on est collectivement engagé dans cette roulette russe, alors que il n'y a pas eu de choix démocratique, quoi. Et la situation est complètement folle, en réalité. Et ce qui est terrible, c'est que cet avion, on le prend une fois, et il faut être certain que jusqu'à la fin de l'humanité, il n'y ait jamais un seul crash, un seul petit problème qu'on n'ait pas prévu, quoi. C'est pas théoriquement impossible, mais c'est effectivement compliqué à garantir. C'est compliqué à garantir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent sur le problème d'alignement des IA, pour essayer de faire en sorte que les premières IA super intelligentes stabilisent la trajectoire civilisationnelle vers une bonne trajectoire civilisationnelle. C'est compliqué. Moi, je ne sais pas à quel point je suis favorable à ce genre de paradigme. J'ai quand même l'intuition que c'est trop dangereux actuellement
et que s'il y avait une manière de s'arrêter avant des systèmes super intelligents, je pense que ce serait plus désirable, de telle manière à ce que la science de l'alignement, la science de l'évaluation des risques, la science du contrôle des IA ait le temps de mûrir avant qu'on prenne trop de risques. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un gouffre énorme entre les capacités des IA et la sécurité qu'on met dedans, et il s'agirait vraiment de réduire ce gouffre, quoi. C'est ça. Bon, j'ai pas de problème avec l'idée de créer des systèmes super intelligents, mais plutôt dans 50 ans ou dans 20 ans. Mais avant, vraiment, il faut qu'on ait le temps pour faire de la science qui soit beaucoup plus, avancée que ce qu'on a actuellement. Pour vous donner un ordre d'idée sur l'évaluation des modèles, l'évaluation des risques qui sont liés au modèle, en fait, les barres d'incertitude sont énormes. C'est vraiment très très difficile de caractériser le niveau de capacité des IA et donc le niveau de risque. Pour donner des exemples, en cybersécurité, donc, il y avait des évaluations de cybersécurité sur un benchmark qui avait été fait il y a à peu près 1 an. Et il y a quelques mois, donc en fait, juste en changeant la manière de prompter l'IA, juste en lui donnant quelques outils supplémentaires, on passe de quelque chose comme 10% à 90%. Bon, c'est à peu près ça, quoi. Et pourtant, on n'a pas changé le modèle sous-jacent. C'est vraiment juste quelques techniques de prompt engineering en plus. Donc, vraiment, les barres d'erreur sur les évaluations des IA sont considérables actuellement. Et, a fortiori, la barre d'erreur sur les risques est elle aussi considérable. Et quand on parle de réplication et d'adaptation autonome, le risque dont on parlait avant, ça c'est un truc qui pourrait arriver dans les prochaines décennies, dans les prochaines années, dans les prochains mois. Où se situe l'horizon? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, les IA ont déjà des capacités à faire certaines choses? Où est-ce qu'on en est? L'étude qui est state of the art sur la question, c'est une étude de Google DeepMind qui évalue différents risques et notamment qui travaille avec une équipe de super forecasters et une équipe donc c'est une équipe de gens qui font des prédictions, qui prennent toutes les variables et qui essayent de créer des distributions de probabilités sur les différents futurs. Il s'avère qu'en fait, il y a des probabilités qu'on ait ce genre de modèle qui soit capable de se répliquer, de s'adapter de manière autonome d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, donc d'ici la fin 2025, la probabilité, donc même si la médiane, c'est pas pour maintenant, la médiane c'est plus pour, il me semble, c'est 2026, 2027, 2028. Ouais, la distribution de probabilité est extrêmement plate, il y a pas mal de variances, mais disons que ça pourrait arriver dès la fin de cette année. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ouais, bien sûr. Et justement, une fois que ce mécanisme de réplication et d'adaptation sera enclenché, à quel point est-ce que ça sera vraiment possible de l'arrêter? Il y a quand même des possibilités ou vraiment c'est complètement foutu? Je pense pas que ce soit complètement foutu. Je pense pas que tout le monde va mourir. Je pense pas que... Mais ce sera très ennuyeux. Le problème, c'est qu'on va avoir un mélange un peu entre des applications positives de ces nouvelles capacités d'IA et des problèmes. On va à la fois avoir les conséquences positives et les conséquences négatives. Il faut bien avoir, on aura cette superposition. Et donc, il y aura beaucoup de gens qui seront en fait dépendants des IA. Il y aura beaucoup de gens qui seront dépendants économiquement des IA. Et les gens n'auront pas envie qu'on leur retire les IA. C'est un petit peu comme aujourd'hui si on disait « Ah, mais arrête d'utiliser ChatGPT, déconnecte-toi ». Les gens seront contre, potentiellement. Donc, ce sera compliqué. Et le problème, c'est que mon hypothèse, c'est que de manière générale, les applications positives vont dominer les applications négatives. Les gens seront relativement contents d'avoir des IA. Et ça, ce sera jusqu'à quasiment à la dernière étape, avant qu'on franchisse le seuil où on perd le contrôle. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'avant de perdre le contrôle, on aura effectivement des accidents, on aura des cyberattaques, peut-être on aura des pandémies, mais de manière générale, ça va bénéficier à l'économie. Donc, la majorité des gens vont devenir dépendants et vont penser que l'IA est positive. Et donc, c'est un peu le danger. C'est que, en fait, tout va paraître positif jusqu'à la perte de contrôle. C'est pour ça que c'est nécessaire de caractériser cette perte de contrôle. De regarder où sont les lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. De les définir en amont pour pas qu'ensuite on les franchisse. En tout cas, qu'on les franchisse, mais avec un processus de décision qui soit un peu démocratique, quoi.
Parce qu'à partir du moment où on franchit la ligne et qu'on passe dans la perte de contrôle, potentiellement, à plus ou moins longue échéance, en fait, c'est l'extinction de l'humanité qu'on risque. Moi, je le vois souvent dans les entretiens que je fais. Souvent en commentaire, tu sais, j'ai des gens qui vont me dire ah ouais, en fait, tout ce que vous racontez, c'est n'importe quoi parce qu'il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et c'est fini. L'IA, elle est en pause, etc. Et dans l'article que tu as écrit, justement, je trouve il y a un truc assez intéressant, c'est que tu dis même le redémarrage de tous les fournisseurs cloud ne suffirait pas, car les individus pourraient télécharger et relancer le modèle, ou le modèle pourrait hiberner sur des ordinateurs locaux. Il suffirait qu'il persiste à un seul endroit pour se propager à nouveau. C'est pas tout à fait exact. Ma position a un peu évolué depuis que j'ai écrit l'article. Je pense que c'est plus compliqué pour l'IA d'être compétitif. Mettons que l'IA dorme. Donc voilà, effectivement, on écrase tous les ordinateurs, enfin tous les serveurs. Quand je dis écraser, ça veut dire qu'on les met à jour et on supprime les IA. Mais évidemment, l'IA, peut-être qu'elle est déjà sur d'autres ordinateurs, donc par exemple les téléphones portables ou les ordinateurs, genre les laptops, ce genre de choses. Potentiellement de manière distribuée, parce que peut-être que ça ne tient pas juste sur un seul ordinateur ou un seul ordinateur portable. Mais bon, aujourd'hui, il y a des manières de faire tourner les IA de manière distribuée, même si c'est extrêmement long, mais bon, ça peut survivre pour que l'IA survive. Et je pense que voilà, si on a ce genre de scénario, à mon avis, l'IA sera plus aussi compétitrice dans une nouvelle économie parce qu'il y aura d'autres IA qui seront gérées par les laboratoires qui seront plus puissantes. Donc voilà, je pense qu'on aura un équilibre un peu instable entre les IA qui seront juste complètement autonomes et les IA qui seront dans les laboratoires et qui seront aidées par des quantités de calculs massives qui viennent des laboratoires. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais grosso modo, je pense pas que c'est complètement foutu. Et je pense que en fait, la majeure partie du risque viennent des IA qui sont plus avancées dans les laboratoires, dans les entreprises. Je pense que c'est ces IA-là qui ont le plus de chances en premier d'atteindre le niveau de superintelligence. Même si il ne faut pas complètement éliminer la possibilité que effectivement les IA qui sont sur Internet et qui travaillent de manière indépendante puissent, à un certain moment, en fait, égaler les compétences, les ressources computationnelles des laboratoires. Mais je pense que c'est quand même après. Ouais, c'est que les IA qui sont dans les laboratoires, bah évidemment, elles ont accès à tous les serveurs, de la puissance de calcul, des gens pour les améliorer de telle ou telle façon. C'est vrai que les IA qui sont sur Internet et qui essayent de faire ça un peu en autonome, c'est quand même plus compliqué. Elles doivent discuter avec des terroristes, comme tu le disais. Enfin, ouais. Au moment où j'avais écrit ce modèle de risque, je pensais que c'était l'un des principaux. Maintenant, je considère que c'est que le top 3, le top 4 des risques qui peuvent advenir. Je pense que, voilà. Les risques principaux, maintenant, je pense que c'est risques biologiques, cyberattaques, superintelligence qui viendrait de différents laboratoires, et problèmes d'alignement qui pourraient advenir. Parce que, voilà, pourquoi c'est ça le top? Parce que juste directement, on pourrait en mourir. Et j'ai pas envie de mourir. Je pense pas que les gens veulent mourir de manière générale. Donc je pense que c'est à peu près la priorité. Qu'est-ce qu'on fait face à tout ça? Il faut en parler. Il faut parler aux représentants notamment pour que la classe politique se réveille. Il faut qu'on ait de la coordination internationale. Il faut qu'on trace des lignes rouges et qu'on se coordonne. Et c'est pas impossible. On l'a déjà fait dans le passé. Donc notamment le clonage humain, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. C'est quelque chose qui est disponible. Et pourtant, on ne le fait pas parce que on a déterminé le fait que c'était pas éthique de faire ce genre de choses. Là, je pense qu'on est à peu près face à des choix qui sont à peu près similaires. Ces lignes rouges, en fait, elles ont déjà été déterminées par certains laboratoires, notamment Anthropic, qui a ouvert le bal avec ce qu'ils appellent le Responsible Scaling Policies. Donc, c'est leur framework de sécurité et de sûreté pour éviter d'avoir des problèmes avec les IA. Donc, ils ont eux-mêmes déterminé ASL1, ASL2, ASL3, ASL4, qui sont 4 niveaux successifs de risque. Donc ASL1, c'est inoffensif, ASL4, c'est potentiellement cataclysmique. Et donc ils ont des définitions pour différents types de risques. Bon, c'est très bien. Ils ont publié, donc Anthropic a été l'une des entreprises qui était responsable, et donc qui a publié pour le sommet parisien, donc le AI Action Summit, qui ont publié leur modèle de risque et
leur seuil de risque à pas dépasser. Très bien. Ce qu'on peut faire, vu que ces entreprises-là, nombreuses sont quand même les entreprises qui ont commencé à définir ces seuils de risque, même si on n'est pas sûr que face à la pression compétitrice, elles vont s'y soumettre, ce qu'on peut faire, c'est les aider à s'y soumettre en réglementant. Et prendre ces seuils de risque et en faire de la réglementation. Et je pense que si ensuite on s'y fixe, on évalue les risques et ensuite on vérifie si on est au-dessus, en dessous, et on ne déploie pas des IA qui sont au-dessus, à mon avis, ce serait déjà un pas en avant considérable. On a des solutions qui sont en fait clés en main. Par exemple, le Code of Practice, donc le code de bonne pratique de l'Union européenne, de l'AI Act, est quelque chose qui opérationnalise le règlement européen sur l'IA. Et cette opérationnalisation, en fait, elle est vraiment très bonne. Donc, il y a encore quelques trous. Hein. Je ne dis pas que c'est parfait comme solution, mais il y a plein de bonnes pratiques qui, si suivies, vont vraiment réduire les risques. Le problème principal qu'il y a actuellement avec le règlement européen pour l'IA, en fait, c'est le fait qu'il ne sera pas appliqué dans toutes les juridictions. Donc déjà, ce sera principalement appliqué en Europe, mais pas vraiment... il n'est pas clair que les entreprises dans le monde continuent de déployer des IA en Europe. Donc si ça déploie des IA en Europe, oui, il faudra qu'elles se soumettent au Code of Practice, au règlement européen sur l'IA. Mais c'est pas sûr que dans un scénario de course, les entreprises prennent la peine, disons, de déployer leurs IA en Europe. Un autre modèle de risque est le fait que... Ça, tu penses que c'est quelque chose de probable? Parce que, je veux dire, l'Europe, c'est quand même un marché de consommateurs qui est énorme. Ça ferait une grosse perte pour eux. L'Europe, c'est un continent, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Donc, je pense qu'à court terme, l'AI Act aura du poids. Mais là où j'ai un doute, c'est à partir du moment où on sera sur le seuil de la superintelligence, disons. Et à ce moment-là, j'ai quand même l'intuition que les entreprises vont privilégier le déploiement en interne et un processus de recursive self-improvement en interne plutôt que publier leurs résultats même aux gens qui sont aux États-Unis ou aux gens qui sont en Chine, etc. Grosso modo, il y aura une course en interne et même au bout d'un moment, les entreprises vont cesser de déployer les IA pour pouvoir tout concentrer leurs efforts pour créer des super intelligences. Ça, c'est le scénario de AI 2027 qui est un scénario qui est vraiment bien documenté, où beaucoup de choix sont justifiés dans vraiment des calculs vraiment assez complets. Et personnellement, je trouve ça relativement probable. Toutes les étapes me semblent relativement probables. Je pense qu'il y a plein de manières de dévier de ce genre de scénario, mais c'est quand même quelque chose qui montre une trajectoire relativement plausible qui pourrait advenir. Et un autre problème avec le règlement européen pour l'IA, c'est le fait que ça ne couvre pas les applications militaires. Bon, c'est vraiment compliqué de réguler le militaire, on est un peu d'accord sur ça. Et voilà, même en Europe, le problème c'est que les déploiements d'IA qui sont uniquement purement pour de la recherche et développement ne sont pas couverts par l'AI Act. Si des gens disent ok, ça c'est juste pour la recherche et développement, en fait c'est pas couvert. Et c'est un peu absurde. Si on avait une situation similaire avec notamment donc des laboratoires qui développent des virus et qui font du gain of function research, qui font de la recherche en gain de fonction, c'est pas du tout pareil. La gain de fonction, c'est même si c'est que de la recherche et même si c'est pas à usage commercial, tout de même c'est réglementé et très sévèrement. Il y a plein de mesures de sécurité qui doivent être appliquées par les laboratoires P3, P4 qui développent les virus les plus dangereux. Mais actuellement, l'industrie de l'IA est moins réglementée que l'industrie des brosses à dents. C'est un peu triste, mais ouais, c'est le cas. Et du coup, grosso modo, si je résume, on a pas mal de solutions. L'AI Act, c'est très sympa. C'est très important et il faut absolument pousser pour cette réglementation qui est l'une des palissades nécessaires pour qu'ensuite on a des choses à plus grande ampleur et des standards internationaux. On a eu une tentative de réglementation qui était SB 1047 dont j'ai parlé et OpenAI était contre. Bon, Anthropic était pour
pour information. Donc je vous conseille d'arrêter de payer OpenAI et plutôt d'aller plutôt vers Anthropic, qui est une entreprise qui est beaucoup plus responsable, à mon humble avis. Et SB1047 aurait vraiment réduit les risques. Parce que SB1047 dit que s'il y a des problèmes, s'il y a des catastrophes, alors ce sont les entreprises qui n'ont pas pris les mesures de sécurité qui sont responsables. Ça paraît être une réglementation qui paraît naturelle. Mais non, c'est même pour ce genre de choses, même pour une définition de catastrophe qui ressemble à ça, genre catastrophe, dans cette réglementation, ça veut dire des cyberattaques qui coûtent plus de... Alors, je crois que c'est 100 millions d'euros ou 500 millions. Bon, mettons 100 millions de dollars, genre c'est à peu près ça, la définition. Et ben, même pour ce genre de choses, les entreprises d'IA ont fait du lobby contre, grosso modo. C'est un peu terrifiant. Ouais, on a des solutions, donc il faut juste se coordonner pour les appliquer. Et si on appliquait ces solutions qui existent déjà, ça réduirait énormément les risques. Et tu dis donc que ce règlement européen là sur l'intelligence artificielle, donc l'AI Act, c'est un truc qui est plutôt cool, mais que il s'applique pas justement à la recherche et aux militaires. Est-ce que tu penses qu'il y a des risques spécifiques liés à ça? Genre le fait que, par exemple, des entreprises du coup se diraient je fais de la recherche sur le sujet sans jamais déployer, mais je sais que ça va servir à quelque chose, ou est-ce qu'il y a des risques spécifiques à pas réglementer ces deux domaines? Il y a déjà des choses qu'on peut faire au niveau militaire. On peut tracer des lignes rouges qui sont assez sommaires, mais qui sont assez importantes. On peut saluer le fait que Biden et Xi Jinping se sont serrés la main, c'était il y a quelques mois, pour dire qu'ils ne vont pas utiliser l'IA pour des systèmes automatiques de prise de décision dans le cadre du nucléaire. Ça, c'est très bien. Et je pense qu'on peut continuer à aller vers ce genre de choses. Sur la recherche pure, disons, qui n'est pas à but commercial, à mon avis, il faut qu'on applique les mêmes règles que pour des systèmes qui sont à usage commercial, parce qu'en fait, là, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas appliquer les mêmes standards, sachant que les modèles peuvent fuiter, les modèles peuvent leaker, c'est déjà arrivé dans le passé, et on n'a pas envie que juste on ait Meta qui prennent pas de mesures de sécurité, qui disent que nous on fait pas ça dans un usage commercial, c'est juste pour de la recherche, et qu'ensuite on se retrouve avec des pandémies à tirer l'arigot. Ce serait, je pense, beaucoup plus désirable d'avoir des standards de sécurité qui s'appliquent même pour la recherche, ce qui est le cas pour toutes les autres industries en réalité. Enfin, l'IA, c'est vraiment une exception qui fait peine à voir, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc je suis d'accord, hein, ça va être... Il y a toujours la question de l'innovation contre la réglementation, mais je pense que il faut trouver le juste milieu entre les risques existentiels et la réglementation. Et je pense que le juste milieu, c'est ok, il va y avoir de la paperasse, il va falloir prendre des mesures de sécurité, mais si on les prend pas, juste c'est la roulette russe, quoi. Donc potentiellement, ça va ralentir les entreprises, mais pas tant que ça en réalité. Quand on voit, il y a des études qui ont montré que en réalité, faire des évaluations de sécurité et faire ce processus d'audit et de mesure des risques, ce serait pas plus de 1% actuellement de ce qu'on investit dans les capacités. C'était une étude de The Future Society qui montrait que la mise en conformité, ce serait genre 1%. Et même ça, ouais, parce qu'en fait, il faut bien voir qu'actuellement, en sécurité de l'IA, c'est quand même encore relativement négligé. Hein. On investit beaucoup plus dans les capacités, dans les GPU. C'est l'ordre de grandeur, c'est quelque chose comme, je sais plus, mais je crois que c'était il y a quelques mois, quelques années, 300 milliards par an, quelque chose comme ça, en capacité, alors qu'en sécurité de l'IA, c'est quelque chose comme 300 millions. Donc il y a vraiment un facteur 1000 entre les deux. Il serait temps d'investir un peu plus. Ouais. Et il y a des arguments économiques assez rationnels pour faire ça, hein, d'ailleurs.
Ouais, même d'un point de vue purement économique, enfin, je sais pas, si t'es n'importe quelle entreprise, tu utilises des modèles d'IA et que ces modèles d'IA, on n'arrive même pas à les contrôler, à faire parfaitement ce que les développeurs veulent qu'ils fassent, enfin, c'est vraiment problématique. Dans certaines industries, ça peut même mener à des catastrophes qui leur font perdre des milliards, quoi. Un truc aussi dans les solutions qu'on entend de plus en plus souvent, c'est l'idée de faire un équivalent du CERN, mais pour l'intelligence artificielle. Toi, il semble que tu fais partie des personnes qui défendent cette idée. Ça consisterait en quoi? Donc le CERN, c'est l'idée de mutualiser les forces dans un seul endroit, dans un seul cluster, une entreprise qui serait gérée de manière démocratique par plusieurs gouvernements, une coalition mondiale, entre guillemets, pour quand même avoir la possibilité de créer des systèmes qui sont potentiellement dangereux, mais le faire avec des mesures de sécurité vraiment robustes. Et actuellement, le problème, c'est qu'on a plein d'entreprises qui font la course. Et donc, on a un peu une race to the bottom, on a une course vers le bas, où les entreprises vont essayer de prendre des raccourcis, pas implémenter toutes les mesures de sécurité pour gagner du temps. Ça, c'est un phénomène qui est délétère, qui peut aller jusqu'à notre perte et la perte de contrôle. Donc, ce qu'il faut faire, une porte de secours, c'est à la place de mutualiser les efforts. Et à partir du moment où on a une entreprise qui est un peu aux limites qui commence à atteindre des IA à haut risque, ce qu'on pourrait faire, c'est, ok, on arrête la course et on la localise dans un seul cluster qui serait généré de manière internationale. Et les IA à haut risque, les IA à plus haut risque sont gérés ici, de manière démocratique, et les expériences les plus dangereuses sont sécurisées, plutôt que on y va, YOLO, etc. Et j'ai l'impression que c'est une solution assez élégante pour réduire les risques, parce qu'à partir du moment où on accepte de ralentir la course et de mettre en place toutes les mesures de sécurité qu'on peut mettre en place et qu'on peut imaginer, il y a plein de choses qui pourraient réduire les risques. Et qu'actuellement, on ne met pas en place parce que juste, ça ralentirait en fait la course. Il y a quelques mois, d'un point de vue plus français, il y a le gouvernement qui a annoncé la création d'un institut pour la sécurité de l'IA en France. Donc c'est pas le Centre pour la sécurité de l'IA que tu diriges, qui est une association à but non lucratif, à laquelle vous pouvez faire des dons d'ailleurs, si vous avez bien aimé cette interview, on en reparlera. Mais là c'est vraiment un institut gouvernemental, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu de quoi il s'agit aussi? Dans quoi, ouais, c'est pas le premier institut, quoi. Il y en a déjà eu dans d'autres pays. Dans quelle mouvance finalement ça s'inscrit, la création de cet institut? Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne nouvelle, pas trop? C'est une très bonne nouvelle. C'est très bien que le gouvernement ait annoncé donc la veille du sommet pour l'action sur l'IA, donc l'INESIA, donc l'Institut national de sécurité et d'évaluation de l'IA. Donc cet institut, c'est en fait un consortium d'organisations. Donc il y a différentes organisations qui ont différentes prérogatives. Et c'est coordonné par la DGE et la DGSN, et la SGDSN, qui sont des différents corps du gouvernement. Bon, bref. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc les potentiels problèmes, c'est le fait que, c'est pas vraiment unifié comme institut. À la différence du Royaume-Uni, c'est 6 corps étatiques qui vont devoir travailler de concert. Donc, moi, j'imagine qu'il va y avoir potentiellement des ralentissements qui seront mis en place à cause de ça. Enfin, ce genre de structure pourrait découler. Les financements ne sont pas encore très clairs. On n'a pas l'impression qu'il y a eu des financements en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de financement public de l'Institut. J'en suis quasiment sûr. Et ça, c'est un peu regrettable parce que, en fait, à l'étranger, il y a eu des financements considérables pour financer des instituts de sécurité, notamment au Royaume-Uni, c'était 100 millions de livres qui ont été sécurisés jusqu'en 2030, alors qu'actuellement, il semblerait que les différents corps gouvernementaux vont devoir allouer des sous-équipes pour travailler sur ces questions-là à moyens constants. Grosso modo, ça veut dire pas de budget. Et les défis que vont devoir relever l'Institut national pour la sécurité de l'IA et pour l'évaluation sont assez considérables. Les défis, donc, notamment en termes techniques, c'est vraiment difficile d'évaluer les risques des IA. C'est vraiment difficile de faire de l'évaluation de qualité.
Et il y a plein de challenges. Donc le fait que les IA soient des boîtes noires, le fait qu'on ce soit en fait difficile d'évaluer les capacités maximales des IA, la science des scaffolding, la science des échafaudages est très très naissante. Et en fonction des différents échafaudages, en fonction des différentes manières dont on prompte les IA, on peut éliciter des capacités qui sont plus ou moins élevées. Et c'est vraiment difficile d'éliciter le maximum de puissance de ces IA, et donc le maximum de risque. Tout ça, ce sont des choses que l'INESIA va devoir prendre en compte pour faire des recommandations au gouvernement et se coordonner à l'échelle internationale et favoriser une coordination internationale, notamment avec le network des AI Safety Institute, donc qui est le réseau des AI Safety Institute à l'échelle mondiale. C'est quelque chose qui devrait être porté en France, au niveau européen et au niveau mondial, par l'INESIA. Et c'est une mission qui est vraiment importante, mais qui est compliquée. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, avec le Centre pour la sécurité de l'IA, vous avez produit un petit document qui explique un petit peu vos conseils, disons, pour que cet organisme aille dans la meilleure direction possible, qui est très très chouette. Donc, je le disais, toi, tu es directeur du Centre pour la sécurité de l'IA. Est-ce que, en quelques mots, tu pourrais nous expliquer ce dont il s'agit et puis aussi nous dire des gens qui auraient été intéressés par tout ce que tu as dit dans l'interview pourraient faire pour vous aider d'une manière ou d'une autre? Alors, qu'est-ce qu'on fait au Centre pour la sécurité de l'IA? On fait de l'éducation, donc notamment au Master MVA, à l'ENS-Ulm. On fait de la recherche, donc sur la supervision des IA, la robustesse, le niveau de robustesse qu'on peut obtenir lorsqu'on fait de la supervision des modèles puissants. On fait aussi de politique publique, donc notamment auprès de différentes institutions, dont la participation au groupe de travail du Code de bonne pratique de l'Union européenne. Et finalement, on fait de la sensibilisation, donc notamment on crée des MOOC en ligne, on essaye de partager ces considérations au plus grand nombre, on organise des tables rondes pour pouvoir parler de ces enjeux qui sont cruciaux, avec différents acteurs, donc à l'échelle européenne et à l'échelle française. Voilà, donc c'est un peu tout ça le CESIA. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider? Très simple. Donc, vous pouvez visiter notre site internet. On a un bouton qui s'appelle nous rejoindre, contribuer. Et donc, il y a plein de potentielles actions que vous pouvez faire. Notamment, vous pouvez rejoindre notre Discord, partager vos considérations, partager vos questions. On a toute une team de bénévoles qui peuvent y répondre. Et de manière générale, on pense que c'est le moment de se réveiller. Donc, c'est le moment de parler de ces considérations à vos amis, à vos proches, et parler aux représentants aussi. C'est vraiment important que la classe politique se réveille, donc c'est important qu'il y ait un mécanisme démocratique qui se mette en place et qu'on parle plus de ces considérations-là de manière scientifique, de manière raisonnée, pour qu'on s'y prépare. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec plus de moyens. On a plein d'idées de projets qu'on pourrait mettre en place si vous nous soutenez. Et je pense qu'une manière très simple de contribuer, c'est de partager cette interview si elle vous a plu. Et voilà. Oui, clairement. Je mettrai les liens de tout ça en description pour que les gens y aient directement accès. Et pour finir, du coup, j'aimerais terminer avec la question de fin que je pose à tous mes invités. Si tu étais avec un micro dans la main, l'humanité entière face à toi, et que tu pouvais transmettre un message comme ça en quelques minutes, qu'est-ce que tu aimerais dire? Je vais juste me répéter parce que je pense que le message central, c'est le suivant. On va créer des IA qui sont super puissantes très rapidement. C'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est terrifiante en réalité. Les scientifiques les plus éminents se sont positionnés pour dire qu'il y a un risque d'extinction, il y a un risque de perte de contrôle qui n'est pas négligeable, qui est en fait une roulette russe. Et du coup, il faut absolument agir pour ne pas subir cette roulette russe. On est maître de nos choix. Il ne faut pas céder à l'illusion de on peut rien faire. C'est pas vrai. On peut faire des choses qui vont dans le bon sens. On peut faire des choix démocratiques. C'est pas quelque chose qui s'impose à nous. On peut prendre des décisions à un niveau collectif pour faire en sorte que la trajectoire civilisationnelle aille dans le bon sens. Et pour moi, c'est absolument essentiel de dire que actuellement,
Pourquoi est-ce qu'on se bat au Centre pour la sécurité de l'IA? Pourquoi moi, personnellement, je me bats? C'est parce que je pense qu'en réalité, on a encore toutes nos chances. Si on se coordonne, on a encore toutes nos chances pour faire en sorte que cette technologie soit en fait la meilleure nouvelle, l'une des choses qui bénéficie le plus à l'humanité au long terme. Cette fenêtre d'action est en train de se refermer, mais elle existe. Auparavant, quand j'ai commencé en sécurité de l'IA, je pensais qu'il n'y avait aucune chance qu'on s'en sorte, grosso modo, et je faisais ça parce que juste c'était fun de faire de l'interprétabilité des réseaux de neurones, c'était fun de découvrir la théorie, de faire du... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, non. On a vraiment nos chances. On a une attention au niveau politique, ou même au plus haut niveau, donc au niveau des sommets, même si le dernier sommet a été un échec, le sommet en France, les sommets précédents étaient des grandes réussites, et on peut repartir sur une bonne série des sommets dans les sommets futurs. Il est possible de mettre en place des réglementations qui réduisent pour de vrai les risques, donc tels que le règlement européen, qu'il va falloir soutenir, tels que SB 1047 et ses futures variations, qui ne sont pas passées, mais qui auraient vraiment réduit énormément, considérablement les risques. On était vraiment à ça de réduire considérablement les risques. Donc, on a une capacité d'action, on n'y est pas loin, on y est presque, je dirais, pour réduire les risques. Donc il faut vraiment qu'on se coordonne pour faire de concert des choix démocratiques et orienter la trajectoire civilisationnelle dans le bon sens. Charbel Raphaël Segeri, merci. Merci beaucoup, Feynman.